Et salut les cryptopotes, aujourd'hui je vous retrouve 3 avril à 10h02 pour faire ce top du mois d'avril. Excusez-moi, excusez-nous de ne pas avoir pu le faire plus tôt, mais à la fois il nous faut des sources pour pouvoir faire ce top, comme vous le savez. Et même comme ça, en patientant, on a pu seulement trouver 10 sources qui étaient assez fiables, qui racontaient pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations en plus. Donc je commence bien évidemment en remerciant ceux qui ont utilisé les liens affiliés Coinbase qui se trouvent en description. William Lianage, Milan Milik, Aïssa Abarkan, Centurion Group, Rémi Bataille et Mohamedou Gakou, plus les 2 personnes qui ont utilisé aussi le lien Ledger pour acheter leur Ledger. Allez, j'ai encore d'autres annonces, comme je vous le disais, 2 annonces notamment pour le CFC. Le CFC, le Club français des crypto-monnaies, que vous pouvez trouver sur Facebook, je le redis. Vous pouvez contacter Baptiste du CFC qui est en train de préparer une pool de pré-sale pour des ICO, pour les personnes qui ne peuvent pas mettre 100 Ethereum dans un projet ou quoi que ce soit sur des pré-sales d'ICO. Et Baptiste est en train de voir s'il y a des gens qui veulent faire partie d'une pool. Donc voilà. Deuxième annonce du CFC, vous pouvez contacter Ishan sur le CFC. Il cherche à aider une startup dans le développement autour de la blockchain et des crypto-monnaies. Et dans ce sens, il cherche des développeurs proches de Paris, dans un premier temps. Mais aussi, il y a un autre projet autour de Cannes. Donc, il cherche aussi des développeurs vers Cannes. Donc, si vous êtes développeur et que vous avez envie de bosser un petit peu dans la blockchain et les cryptos, contactez le CFC. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a de la nouveauté chez Crypto Analyst, puisque je vais vous présenter les tops, comme d'habitude, qui ont été faits en fonction des 10 sources que nous vous avons trouvées, qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Mais à chaque fois que moi j'aurai fait un petit point d'analyse fondamentale sur les cryptos que je vais vous montrer aujourd'hui, en même temps, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer Benny, de investir avec Benny. Benny, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, c'est Benny. Alors je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo et de collaborer avec Crypto Analyst pour ces différentes vidéos top. Je me présente rapidement, je suis trader dans une firme de gestion de fortune à Shenzhen où j'opère plus particulièrement sur le marché du Forex. Je suis aussi passionné par les crypto-monnaies et je tiens d'ailleurs la chaîne YouTube Investir avec Benny sur laquelle je montre mes différentes stratégies en matière de trading et d'investissement dans les crypto-monnaies. Voilà, donc nickel. Et donc à chaque fois, Benny va vous faire une petite analyse très courte d'analyse technique pour du court terme des cryptos. Et l'autre chose bonne à savoir, c'est que Benny nous a concocté une formation spécialement de trading qui sera dispensée sur crypto-formation.fr. Alors c'est parti, je t'écoute pour ton top 5. Numéro 5, avec 2 votes, nous avons Steem. Alors, la fonction principale de Steem, c'est que, comme vous le savez certainement, parce que c'est une crypto qui est assez connue, sont des tokens pour rémunérer et typer des créateurs de contenu, mais pas que. Et par rapport à ce qu'il faut savoir sur Steem dans les prochains jours, dans les prochains mois, je suis allé voir sur CoinMarketCal et il n'y a absolument rien. Donc, on va vraiment partir sur le projet en tant que tel. Les points positifs autour de Steem, c'est principalement que c'est déjà en fonction. Ça, c'est très important, c'est que vous le savez, un projet qui est simplement à l'état de projet, c'est compliqué de savoir si ça va fonctionner ou pas. Steem, on sait que c'est du solide, on sait que ils sont là depuis avril 2016 et que leur plateforme Steemit fonctionne très très bien, donc il n'y a aucun souci là-dessus, on sait que c'est viable. Après,
on sait aussi que, regardez, le prix peut prendre des beaux pics régulièrement. Et le plus haut qu'on a atteint, c'était 7,30 $. 7,30 $ aujourd'hui avec un Steam qui est à 2 $, on est plutôt pas mal. Donc la fonction, elle est utile et déjà utilisée. Ils sont déjà anciens dans la place, puisque avril 2016, c'est déjà pas mal. Ils ont une excellente scalabilité. C'est un ERC20 et Proof of Brain. Ils appellent ça Proof of Brain. Et c'est un algorithme qui... on va dire que c'est un algorithme pour les likes. Un petit peu comme sur Facebook ou quoi que ce soit. Et que donc, plus un créateur va avoir de likes sur son contenu, et plus à ce compte-là, il va être rémunéré. Alors, je mets ça dans les points positifs de Steam, mais je trouve que c'est aussi un petit peu un point négatif. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que quelqu'un qui n'arrive pas à être vendeur de son propre contenu, quand bien même il serait de qualité, eh ben, ce gars-là, il ne serait pas suffisamment rémunéré, tout simplement parce qu'il n'aurait pas les compétences, on va dire, marketing, pour que son contenu de qualité soit mis en avant. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage que l'algorithme ne travaille que sur les likes. Enfin, il ne travaille pas que là-dessus, mais principalement là-dessus. Donc les points négatifs, je trouve ça un petit peu, mais aussi Steam est souvent confondu avec Steemit, sauf que ce sont deux choses différentes. Dans un cas, on a la plateforme, le réseau social ou quoi. Dans l'autre cas, ce sont les tokens. Donc faites attention à ne pas vous tromper. Autre point négatif, c'est que, comme je le disais, il y a un système de like. Donc si vous êtes créateur francophone, que vous faites un excellent contenu en français, il aura forcément moins de visibilité, forcément moins de vues et forcément moins de rétribution que si votre contenu il est en anglais et que donc du coup il y a plus de personnes ou quoi. Donc si vous êtes créateur sur Steemit et que vous avez du bon contenu ou quoi que ce soit, moi je vous conseille personnellement de faire en sorte d'avoir vos articles ou vos vidéos ou ce que vous voulez en plusieurs langues, pour que ça touche plus de personnes et que du coup vous ayez plus de rémunération. Benny, qu'est-ce que tu peux nous dire de Steam ? Alors c'est intéressant que tu nous parles de Steam parce que justement Steam aujourd'hui c'est la crypto-monnaie qui performe le mieux sur le marché. Durant ces 2 dernières heures, on a eu une explosion à la hausse et on a actuellement un rebond de plus 24% aujourd'hui. Donc voyons voir ce qu'on peut faire à plus court terme et où est-ce qu'on peut se positionner sur Steam. Donc ce qui est bien, c'est que ce fort rebond là des 2 derniers jours, il nous permet de repasser clairement au-dessus de cette ancienne zone de résistance sur Steam. Tu vois, c'était une zone sur laquelle on avait buté plusieurs fois. Ensuite, on était clairement repassé au-dessus. Elle nous avait permis d'être zone de support. On était repassé en dessous fin 2017. Puis, on la recasse à la hausse, donc elle devient support. Là, dernièrement, avec la phase de baisse sur les marchés crypto, ça s'était bataillé autour de cette zone entre acheteurs et vendeurs. Mais là, maintenant, avec le rebond impulsif qu'on a aujourd'hui, on repasse clairement au-dessus. Donc, si on regarde en graphique en unité 4 heures, voilà, je disais ça se bataillait entre acheteurs et vendeurs. On avait notamment une phase de consolidation horizontale ici autour de la zone. Mais maintenant qu'on est clairement repassé au-dessus de cette zone, eh bien elle reprend son rôle de support. Et à plus court terme, tout retour aux alentours de cette zone, là, des 25 000 Satoshi, eh bien c'est un excellent point d'entrée sur Steam pour profiter d'une nouvelle phase haussière. Pour les investisseurs ou traders plus agressifs à court terme, on peut prendre position un peu plus haut entre les 26 000 Satoshi et les 29 000 Satoshi. Voilà, cette zone verte que je suis en train de tracer. Voilà, ça c'est si vous êtes un peu plus agressif. Votre ordre aura plus de chances d'être déclenché dans cette zone, mais vous l'aurez à un prix un peu plus élevé que si vous étiez plus prudent et attendiez un retour dans cette zone rouge. Le désavantage, c'est que vous avez moins de chances que votre ordre soit activé dans cette zone rouge car il faut un retracement plus important. Donc là, c'est vraiment à vous de décider.
Est-ce que vous souhaitez prendre un peu plus de risques, mais avoir plus de chances que votre ordre soit déclenché, ou être plus patient et plus prudent, quitte à avoir un meilleur prix, mais peut-être que votre ordre, lui, ne sera pas déclenché. Voilà, alors, je t'écoute pour ton numéro 4. Numéro 4, Ripple. Ripple, aujourd'hui qui frôle les 50 centimes de dollars, donc il est bien redescendu aussi. Et vous avez remarqué, Ripple, beaucoup de gens dans le milieu des cryptos, je le redis à chaque fois, n'aiment pas Ripple. Moi, je ne fais pas partie de cela, j'aime bien Ripple. Et le problème de Ripple, c'est qu'il a vraiment une très grosse volatilité. Là, pour le coup, on a vraiment eu un pic gigantesque à plus de 3,20 $. Là, on retombe à 50 centimes. Voilà, il va encore, j'espère, retrouver une espèce de range. Et là, peut-être qu'on pourra re-rentrer à nouveau sur du long terme. Donc, vous savez que Ripple, sa principale fonction, c'est des transactions en temps réel entre les banques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que justement, il y a quelques temps de ça, avant qu'il y ait l'histoire du G20 et de Bruno Le Maire et tout, je disais que les crypto-monnaies allaient très bien s'en sortir ou quoi que ce soit, c'est aussi grâce à Ripple. C'est qu'aujourd'hui, les banques se gavent avec Ripple, et elles vont se gaver de plus en plus. Et donc du coup, c'est les banquiers qui vont dire au gouvernement, non, vous touchez pas du tout aux cryptos actifs. Donc voilà, le fait que Ripple est dans la place et brasse pas mal de pognon ou quoi que ce soit, c'est bon pour l'écosystème par rapport au gouvernement, je pense. Les points positifs, c'est que c'est pour les banques et les industries. Donc on a une liquidité qui est phénoménale, pas autant que Bitcoin et Ethereum, mais on sait que ça va être encore plus. Autre point fort, la rapidité. On ne peut pas dire, mais Ripple, leur super point fort, c'est la rapidité de leurs transactions. Et les fees minimes. Donc, c'est les banques et les industries qui l'utilisent principalement. La rapidité, les fees minimes et la capitalisation, qui selon moi est encore très faible à l'heure actuelle. La capitalisation sera bien plus forte après. Pour les points négatifs chez Ripple, le fait qu'ils aient 100 milliards de tokens, ça c'est quand même dommage. Et que, deuxième point négatif, l'équipe de Ripple détient énormément de tokens. Donc je ne sais plus à quelle hauteur de pourcentage, si vous le savez, vous pouvez marquer ça dans les commentaires. Là, le troisième point négatif, c'est la mauvaise image dans le milieu des cryptos. Je le redis, c'est pas quelque chose que je partage. Je pense qu'il n'y a pas besoin de cracher sur Ripple comme ça, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, objectivement, c'est une crypto qui a une très mauvaise image dans le milieu des crypto addicts. Et ça, c'est assez un point négatif, mais bon. Et quatrième point négatif, et pas des moindres, c'est qu'il y a toujours une confusion entre Ripple, l'entreprise et la technologie, et XRP, les tokens. Et renseignez-vous, il y a une réelle différence. Souvent, vous voyez des articles, vous vous dites que Ripple va augmenter, parce que Ripple a signé des contrats ici et là et tout machin. Sauf que, ouais, ils signent des contrats, mais c'est pas XRP. C'est l'entreprise Ripple. Et donc, c'est différent. Donc, faites attention à ça. Par rapport à Ripple, par contre, on a quelques nouveautés. On a 5 événements qui vont se passer sur le mois d'avril. Et l'événement... alors, ils vont être sur Blockbit Exchange, mais je pense que Ripple est tellement... on peut tellement en acheter de partout, et même en fiat, que du coup, ça va rien faire, je pense. Et voilà, après le reste c'est pas extraordinaire non plus. Est-ce que Benny, tu peux nous dire qu'est-ce que tu penses sur l'analyse court terme de Ripple? Ripple, lui, se porte beaucoup moins bien que Steam, techniquement. Voyons voir ce qu'on peut faire. Donc à l'évidence, Ripple a cassé toutes ces zones de support moyen terme qui avaient été établies après la forte phase de hausse exponentielle sur Ripple.
Donc désormais, l'objectif, c'est voilà, c'est cet ancien sommet ici à 38 centimes de dollars. Alors, on pourrait y être entraîné si jamais on avait une nouvelle phase baissière sur le marché de la crypto, ce qui est probable. Vraiment à plus court terme, à très court terme, on peut peut-être envisager une position à l'achat en cas de rebond technique sur le marché de la crypto. Notamment si l'on sort de cette phase de correction horizontale qu'on a actuellement. On a plusieurs zones, on a une zone résistance à très court terme ici aux alentours des 52 centimes de dollars. Donc si on venait à sortir de cette phase de consolidation horizontale à plus court terme, on pourrait aller, premièrement rechercher probablement les 57 centimes de dollars, voire les 60 centimes de dollars par extension. Mais je rappelle que dans le contexte global de Ripple, le contexte technique baissier, l'objectif majeur, c'est d'aller chercher les 37 centimes. Après, d'ici là, on peut avoir, comme je disais, des retracements techniques à la hausse qui nous permettraient d'aller chercher les 60 centimes. Quel est ton numéro 3 ? Numéro 3, avec 3 votes, Icon. Icon, la fonction principale, c'est de connecter les différentes blockchains. Et allez voir leur white paper, allez voir leur site, allez voir un petit peu les vidéos qui présentent Icon en très court. C'est vraiment bien foutu. Ils ont aujourd'hui un produit qui fonctionne déjà. Parmi les points positifs, il y a la facilité, le fait de faciliter la communication entre les différents composants d'un système. Donc là, en l'occurrence, les systèmes qui exploitent la blockchain. Deuxième point positif, il y a beaucoup de partenariats à venir. Ça fonctionne déjà, c'est le troisième point positif que je voulais souligner. C'est que ça fonctionne déjà, mais il y a beaucoup de nouveaux partenariats qui sont à venir. Et parmi les partenariats qu'ils ont déjà, les blockchains sur lesquels ils ont déjà travaillé et les connexions qu'ils font entre différentes entreprises, ils travaillent déjà auprès d'assurances, d'hôpitaux, de banques, d'universités et de systèmes de sécurité. Donc voilà, Icon, c'est vraiment pas mal du tout. Les points négatifs, c'est qu'ils ont de plus en plus de concurrence. Et le deuxième point négatif selon moi, c'est qu'ils sont assez jeunes parce qu'ils sont là que depuis octobre 2017. Donc ça fait que quelques mois, ça fait 6 mois qu'ils sont là. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est surévalué, si c'est sous-évalué. Mais je pense que vu qu'ils vont signer encore de nouveaux contrats, la concurrence c'est bien beau, mais... pour l'instant, je pense que ce sont les mieux partis parce que justement, ils fonctionnent déjà et ils ont déjà beaucoup de partenariats. Donc voilà. Autre point intéressant, c'est que il n'y a pas tant de tokens que ça. 400 millions, c'est pas si pire, quoi. Donc, vu que la capitalisation, elle est très basse à l'heure actuelle, je pense qu'on a encore beaucoup de potentiel pour Icon. J'en ai fini avec Icon. Je laisse la parole à Benny. Ok, alors Icon, même principe que Steam, on ne peut pas l'acheter directement en dollars. Du coup, on va s'intéresser au prix par rapport au Bitcoin. Donc, on avait une zone support qui, fin décembre, sur laquelle on avait eu un retracement qui avait permis de lancer un fort rebond de l'ordre de quasiment 200%. On est revenu durant la dernière phase de marché baissier sur cette zone, mais elle n'a pas été assez forte pour permettre un rebond. Donc on l'a cassée à la baisse, elle a fait office de résistance lors d'un retour à nouveau sur cette zone. Là, dernièrement, et c'est ça qui est intéressant, on a eu une cassure impulsive à la hausse de cette zone. Donc elle reprend maintenant son rôle de support. Et là, dernièrement, on a une phase de correction, mais avec on sent que ça s'affaiblit. Cette phase de correction baissière est de plus en plus faible. Et on revient dernièrement autour de cette zone. Personnellement, je préconise un peu plus de prudence et j'aimerais qu'on ait un retour plus clair au-dessus de la zone, car là, on est surtout vers le bas de la zone. Donc, deux possibilités. Soit on peut
prendre position dès maintenant sur le bas de cette zone, en protégeant cependant sa position avec un stop loss en dessous des récents plus bas. Soit si on veut un peu plus d'affirmation haussière, je vais dire, on attend une hausse un peu plus impulsive qui nous permettrait de sortir de cette zone et on achète ensuite suite à un pullback vers le haut de la zone. Un pullback, c'est un retour du prix sur le haut de la zone. Donc en fait, ça ferait hausse impulsive et ensuite, voilà, petite correction qui nous ramène sur le haut de la zone. Et là, on peut à nouveau prendre position. Ça donnerait un peu plus voilà, d'affirmation haussière, comme je disais, le fait d'avoir cette hausse impulsive qui nous fait ressortir à nouveau de cette zone. Mais voilà, si on préfère, on peut aussi prendre position dès maintenant avec un stop loss en dessous des récents plus bas pour protéger sa position. C'est très important. On continue avec ton numéro 2, je t'écoute. Numéro 2 avec 3 votes, Substratum. Substratum, la fonction principale, c'est de louer son ordinateur comme hébergeur pour d'autres personnes. Et alors, les points positifs que je trouve... Ouais, regardez un peu ça, on est vraiment quasiment au niveau du début, quoi, en termes de prix. Donc je pense vraiment que Substratum c'est du bon matos. Il faut que je vois où est-ce qu'on peut en trouver. Bon bah chez Binance, c'est parfait. Donc les points positifs de Substratum, c'est être payé lorsqu'on n'utilise pas forcément son ordinateur. Bon, même quand vous l'utilisez, vous pouvez allouer votre ordinateur comme hébergeur. Mais surtout si vous ne l'utilisez pas, eh ben, ça peut vous faire un petit revenu comme ça. Alors j'ai aucune idée du niveau de revenu, mais je pense qu'il faut voir ça sur l'année ou quoi. Deuxième point positif, c'est que les pays qui font de la restriction web seront très demandeurs. Je sais qu'il y a la Chine, l'Iran et je sais plus quel autre pays qui... la Corée du Nord, je crois, hein, la Corée du Nord, qui font beaucoup de restrictions, qui font que les utilisateurs du web n'ont pas le droit d'aller sur tel ou tel site internet, pouvoir passer par le réseau Substratum, pouvoir passer par votre ordinateur comme hébergeur, ça leur permettrait d'aller surfer sur le web n'importe où. Donc ça, c'est clair que ils vont être très demandeurs. Troisième point positif, c'est donc... pour dire ce que je viens de dire déjà, c'est que ça vient décentraliser le web. Et ce que je vois, moi, c'est encore une fois le fait que ce soit aussi bas, alors que on est capable de monter au-dessus des 3 $. Ça nous laisse quand même un beau x10 assez facile à faire sur du long terme. Donc le potentiel en long terme, je trouve qu'il est très intéressant. Sur les points négatifs, c'est que tout le monde est un node, tout le monde est un nœud, quoi. Et je me demande un petit peu qu'est-ce que ça va jouer sur la qualité du réseau et sur le fait que peut-être certains vont faire des arnaques. Vous savez qu'il existe des bots qui changent votre copier-coller quand vous faites des copier-coller d'adresses de Bitcoin ou quoi que ce soit. Donc je me dis qu'il y a forcément des petits malins qui seront capables d'utiliser le réseau Substratum pour utiliser leur ordinateur comme hébergeur d'un autre ordinateur et pouvoir faire un petit peu, récolter des informations, si ce n'est que ça, ce serait pas mal. Mais voilà, je pense que il y a cet aspect un petit peu de qualité et de sécurité qu'il va falloir, sur lequel il va falloir que Substratum soit vigilant. À toi, Benny. Alors Substratum, je la surveille aussi, hein, cette paire elle est dans ma watchlist. Et pour moi, le niveau clair sur lequel prendre position, c'est cette zone marquée par le rectangle vert entre les 3800 Satoshi et les 4380 Satoshi. Donc c'est une zone sur laquelle dernièrement on avait eu qui a permis des rebonds. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone sur Substratum, on peut être acheteur. Donc tout retour du prix de Substratum par rapport au Bitcoin, hein, je le rappelle, tout retour de Substratum au sein de cette zone peut être vu comme une opportunité d'achat, en protégeant là aussi sa position avec un stop en dessous de cette zone si jamais on devait la casser.
car repasser en dessous de cette zone sur Substratum, eh bien ça invaliderait complètement le scénario de rebond actuel que l'on a sur Substratum. Et enfin, qu'est-ce que tu nous réserves pour ton numéro 1 ce mois-ci? Notre numéro 1 pour le mois d'avril, qui, je le répète, a été fait sur 10 sources et avec 4 votes, c'est EOS. EOS, la fonction principale d'EOS, c'est de développer des applications décentralisées fonctionnant sur leur propre blockchain EOS. Et du coup, je vais pas redire que comme tout le monde que c'est l'Ethereum Killer et tout machin. Moi, j'en sais rien si c'est vraiment l'Ethereum Killer. Pour l'instant, Ethereum se porte bien. Et pour l'instant, on va voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir au mois de juin, parce que pour l'instant, on est encore dans l'ICO. Les points positifs, c'est la scalabilité plus. Il parle de millions de transactions par seconde. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Je pense qu'il faudrait aller vérifier ça. Mais en tout cas, l'équipe d'EOS parle bien de millions de transactions par seconde. Je ne sais pas si quelqu'un peut vérifier cette information. Moi, je n'ai pas réussi. Et je ne sais pas si on va pouvoir vérifier tant qu'on est au stade de l'ICO, parce que avant le 1er juin, je ne sais pas si on va pouvoir. Ils disent aussi que ce sera sans frais. Donc ça, c'est un point plus que positif. Et c'est sûr que quand on voit que Ethereum, sur la scalabilité et sur les frais, et ben ces derniers temps, enfin surtout au mois de décembre, ça n'a pas été facile. Les CryptoKitties y ont été pour quelque chose aussi. Je pense qu'il faut voir comment EOS va s'en sortir de ce truc-là. Mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de frais, c'est encore un bon point. Autre point positif, je pense que rien qu'au terme d'une ICO d'1 an, ils ont déjà belle capitalisation, hein. On n'est pas arrivé au bout des 1 an, et même avec la chute qu'on s'est pris, ils sont quand même encore quasiment à 6 $ ce matin. Donc voilà, je pense que ils vont bien tenir le coup. Alors qu'ils sont encore au stade de l'ICO, ils sont quand même 6e sur CoinMarketCap en termes de capitalisation. Donc avec une capitalisation journalière proche des 350 millions. Donc rien qu'en ICO déjà être comme ça, c'est plutôt pas mal. Point négatif, c'est que justement c'est encore une ICO. On ne sait pas si au 1er juin ils vont se casser la gueule ou pas. On n'espère pas, bien évidemment, mais ça reste encore une ICO. On ne sait pas comment est-ce que ça va être le jour où ils vont vraiment se mettre à bosser, les gars. Autre point négatif, selon moi, c'est qu'il y aura 1 milliard de tokens. 1 milliard de tokens, bon, bah voilà, ça ne peut pas créer des... Ce ne sera pas à 5000 $ comme le Bitcoin. En tout cas, si ça arrive, tant mieux pour nous. Mais j'y crois pas. Autre point négatif, c'est que c'est pas vraiment décentralisé. Il n'y a que quelques alters seulement, donc c'est ça qui fait que leur scalabilité est très très fonctionnelle, mais par contre, ben voilà, on ne peut pas parler de réelle décentralisation. Voilà pour ce que je pouvais dire d'EOS. Benny, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur l'analyse à court terme, s'il te plaît? Ah, la fameuse EOS. Alors, EOS par rapport au dollar, voyons voir ce qu'on peut faire. On remarque sur EOS que dernièrement, elle est extrêmement, d'ailleurs comme le reste du marché, hein, extrêmement corrélée positivement au Bitcoin. C'est-à-dire que EOS en fait suit les variations du Bitcoin à peu près comme quasiment tout le reste du marché. Regardez par exemple ici en graphique journalier, là la courbe orange c'est la variation du Bitcoin. Donc là, baisse sur le Bitcoin, on a aussi une baisse sur EOS, baisse sur le Bitcoin. Petit rebond sur le Bitcoin, on a un rebond sur EOS. Nouvelle phase de baisse sur le Bitcoin, on a une nouvelle phase de baisse d'EOS. Et là, petit rebond actuellement sur le Bitcoin, on a aussi un petit rebond sur EOS. Donc en fait, ça va surtout être le Bitcoin, je pense, qui va mener la danse quant aux fluctuations à venir d'EOS. C'est à peu près ça sur tout le marché, hein, d'ailleurs. Voyons voir où est-ce qu'on peut se positionner à plus court terme. Regardez, en graphique 4 heures, c'est la même chose, hein. Hop, vous voyez, baisse du Bitcoin, le EOS suit quasiment à la bougie près, en fait.
On discerne cependant des niveaux intéressants sur lesquels on pourrait se placer, notamment cette zone des 5,12 $. C'est une zone qui a permis des rebonds, alors une fois qu'elle a été cassée dernièrement courant mars, cependant depuis qu'on est repassé au-dessus, voilà, elle a permis à 2 reprises des rebonds. Donc c'est une zone qui a été repérée par le marché en tant que point d'achat. Donc si on venait à revenir sur cette zone des 5,12 $, on pourrait à nouveau prendre position sur iOS. On a cependant quand même pas mal de résistance au-dessus. On a la moyenne exponentielle moyenne mobile exponentielle à 20 jours. On a la moyenne mobile simple à 50 jours qui arrive à la baisse. Et on a aussi une ancienne zone de résistance vers les 6,76 $. Pour vraiment avoir un scénario et un nouvel élan et potentiel haussier sur iOS, il faudrait vraiment casser toutes ces résistances et repasser dans ce grand rectangle vert en fait, en cassant la résistance des 6,74 $. Donc si on veut être plus prudent, avoir plus de signaux techniques qui tendent vers une hausse de iOS, on attend un retour dans cette zone. Cependant, si on veut la jouer un peu plus agressif et potentiellement faire plus de profit, on peut prendre position en fait, comme je disais, dès un retour sur les 5,12 $, voire même sur la zone actuelle. Mais il faut être prudent et aussi surveiller le Bitcoin en parallèle, car comme je le disais, ça va être le Bitcoin qui va mener la danse sur le marché crypto pour les jours et les semaines à venir. Merci pour ce top 5. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, ainsi qu'à toi, crypto-analyste, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je le rappelle encore une fois, Benny vous a concocté une formation en trading sur crypto-formation.fr. Le lien est en description, bien évidemment. Vous pouvez simplement accéder à 2 heures de formation gratuite, plus recevoir par mail des vidéos exclusives et gratuites, bien évidemment, qui vont vous donner encore d'autres éléments pour continuer les 2 heures de formation qu'on vous offre déjà dès le départ. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!